Le problème que moi j'ai avec les agriculteurs, c'est que les gars ne veulent pas professionnaliser leur domaine. Et moi j'ai vu ça en toi. Déjà, le fait d'être en ligne, de faire des vidéos régulièrement, de communiquer, de montrer les bonnes pratiques, d'être sur le terrain, de montrer des plantations. Moi, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, waouh, voilà un gars qui a compris qu'au-delà de juste produire, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut pousser les autres à progresser, à s'améliorer. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, gars, ce gars, il faut le suivre. Et surtout, au début, même, quand moi je commence l'agriculture, je n'avais pas pensé à avoir une page. C'est en avril, je vais t'expliquer comment j'ai créé par exemple la page pour partager. On est en mars 2020. Je voyage, je vais en France. J'avais 4 jours là-bas. Je prends le vol le 16. J'arrive en France, je devais rentrer le 20. On ferme les frontières le 17 mars. Je vais rester là-bas 4 mois. Je paye tout. Au champ. Oui, tout. J'ai tout perdu. Donc lorsque je suis rentré, je me suis dit, ça vaut la peine de retourner là où j'étais. Wow. Je ne sais pas ce qui m'a... Et bon, c'est donc pendant le Covid là que j'ai créé la page Chami. Et donc quand je suis rentré, j'avais tout perdu. J'ai commencé à faire des vidéos, à expliquer, à pleurer comme Dieu. Je pleurais, j'ai compris que voilà. Ça a cuit. Et donc quand j'ai compris l'environnement dans lequel on était, j'ai commencé à faire des vidéos, à expliquer si vous faites le piment, voilà comment vous devrez vous comporter, voilà les stratégies à faire. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait prendre une telle ampleur. Tu vois, donc au début même c'était le partage, je partageais, je contredisais beaucoup de techniques, de pratiques agricoles, comme aussi toi. Oui. Et la dernière fois que tu as fait la vidéo, j'ai répondu, j'ai fait un appel. Moi j'ai vu pour dire que ce que tu dis c'est la réalité, c'est quand on vit sur le terrain. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure que nous utilisons les mêmes techniques agricoles d'il y a 40 ans. Et c'est pas normal. Tu vois, le problème pour moi, c'est pas la machine agricole, je suis en train de dire. Parce que je connais des agriculteurs à Bafou qui produisent des hectares et des hectares de pommes de terre. Ils sortent des cargaisons, ils ont au moins 50 employés dans les plantations qu'ils payent chaque mois. Et ils s'en sortent. Ils n'ont pas de machine agricole, mais ils ont des bonnes techniques culturelles, c'est tout. Je t'ai dit. Wow. Mais du coup, en ligne, avec les vidéos, ce que tu fais et tout, quel est le retour que les autres agriculteurs ont? Bon, le retour, c'est clair, la page est suivie aussi par beaucoup d'agriculteurs. Oui. Oui, on collabore. Je prends l'exemple de Séverin avec qui on se parle. Loïc à moi, on ne s'est pas encore rencontré, mais j'ai vu souvent ses commentaires quand même sur la page. Donc on se parle. Tu vois, il y a des gens qui sont réfractaires à l'idée de changement. Aux nouvelles pratiques. Lorsque tu leur dis quelque chose, ils te disent que non, ça ne peut pas marcher, telle chose est montée, c'est descendu. Moi je continue dans ma vision. Moi, il y a un truc qui me marque particulièrement sur ce que tu fais, c'est la densité. Oui. Tu en parles beaucoup parce que tu estimes qu'on ne produit pas avec de bonne densité. Mais comment est-ce que tu as appris ça? Est-ce que c'est ton voyage en Occident, ce que tu as eu à avoir comme parcours là-bas, ou ce sont des recherches personnelles, ou comment ça se passe? Oui, ça fait partie aussi du voyage, de mon voyage en Occident. Je vais prendre un exemple simple. En 1940, par exemple, en France, on cultivait les pommes à 300 plants par hectare. Aujourd'hui, ils sont à 3000 plants par hectare, c'est-à-dire qu'ils ont mis 10 fois plus qu'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils plantent une pomme à cet endroit et qu'ils partent à peut-être 10 mètres planter encore un autre pommier, pour que les branches de ces deux pommiers-là se retrouvent, il faut au moins 80 ans. Ils se sont dit, mais ça sert à quoi de planter un ici, aller à 10 mètres, planter l'autre, alors qu'on peut optimiser l'espace et planter à chaque 1 mètre 50, puisque de toute façon, ils ne vont jamais se chevaucher. Quitte à ce qu'on se rende compte que les branches se chevauchent, soit on élimine les branches sur une rangée
Pour que ça ne se chevauche plus. Ou tout simplement, on vient, on coupe cette rangée-là, mais avant de couper, on aura récolté dans moins 80 ans. C'est ça l'optimisation. Et c'est dans ça que je me bats à expliquer. Parce que quand j'expliquais ça, les gens, certaines personnes me disent que les intrants agricoles augmentent, mais c'est normal que ça augmente. Si sur 1 hectare, tu avais 100 pieds et que tu utilisais un sac d'engrais, si tu as multiplié ça fois 10, c'est clair que tu ne peux plus utiliser un sac d'engrais. Sauf que tu optimises sur l'espace. Contrairement à l'autre qui a fait la même chose sur 10 hectares et qui va dépenser en ressources humaines, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut tout optimiser? Toutes les spéculations, est-ce que c'est possible de tout optimiser? Ou il y a certaines où c'est plus facile que d'autres? Non, moi j'optimise tout ce que je fais. Ok. Que ce soit la banane, j'optimise. Que ce soit les arbres fruitiers, je fais l'optimisation. Je vais prendre un exemple. Oui. Le maïs, par exemple, quelles sont les densités que les agriculteurs en général font et qu'est-ce que toi tu fais? Non, le maïs, ici, là, les gens... tu vas voir le maïs ici, à l'ouest, comment on sème. On pioche là, on met 3 graines. On va à 70 cm, on pioche encore, on met 3 graines. Et ainsi de suite. Or, lorsqu'on pioche, on met 3 graines, tu comprends que les 3 tiges qui vont se développer, ces 3 tiges-là vont se disputer la matière organique sur cet endroit-là. Rien ne nous coûte de mettre une graine ici, de venir à 10 cm ou 15 cm, mettre une autre, ainsi de suite. Là, ça permet que chacun a sur son coin, sur son espace, et prend la matière organique nécessaire pour se développer. Donc, les textes, tu vois que c'est comme ça qu'on fait. Et en Occident, ce n'est pas la même chose. En Occident, ils font comme je suis en train de dire. Une graine partout et avec des écarts réduits. Ça fait qu'ils vont planter, ils vont utiliser parfois, comme j'ai dit, 100, 2000 graines sur 1 hectare. Wow. Ici, là, tu vas voir les agriculteurs qui sont à 50 000 graines. C'est clair qu'on ne peut pas avoir le même rendement. Voilà pourquoi ils peuvent avoir 10 tonnes sur des terrains souillés. Et nous avons les terrains les plus fertiles, on ne parvient pas à faire 2 tonnes. Mais en ce qui concerne les ressources humaines, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut des personnes très qualifiées pour le faire? Est-ce que n'importe qui, si on lui explique juste comment il fait? Non, les ressources humaines même sont réduites pour la production. Pourquoi? Parce que plus le champ est dense, moins il y a d'herbe. Puisque dès qu'on plante, on sème le maïs, ça s'élève et étant dense, ça étouffe les mauvaises herbes. Tu entretiens moins que celui qui a mis un plan là et aller là-bas mettre un autre plan. Mais du coup, les ressources humaines, vous les prenez où? C'est les gens avec qui vous travaillez? Oui. Est-ce qu'ils sortent d'une école? Est-ce qu'ils sont formés au-dessus du tard? Non, les gars avec qui je travaille, ils sont du bois, ils se forment, ils travaillent sur le tas. Oui. Mais il arrive parfois quand même que je cherche quand on m'envoie les stagiaires de la phase. Oui. Que ce soit en apiculture. Parce que je voulais même parler de la phase. Qu'est-ce que tu penses de la formation des produits de la FASA ou même des autres écoles qui forment en agronomie au Cameroun? Bon, moi je n'ai pas qualité, je veux frustrer personne, je n'ai pas qualité de remettre en question. Mais c'est clair quand même qu'il y a du bon et du mauvais, comme dans tout domaine. Oui, comme dans tout domaine. Tu vas voir, je connais plusieurs personnes qui sortent de la FASA, mais qui ne peuvent pas tenir une plantation de maïs. C'est-à-dire que la production la plus, en fait, qui est la moins difficile à produire. Donc, mais il y a des gens, des ingénieurs de la FASA qui sont vraiment talentueux parce que parfois, je fais même recours à certains. Tu vois, quand on va déjà jusqu'à faire dans le sondage du sol, je travaille souvent avec certains ingénieurs parce qu'il y a certaines choses qu'ils comprennent que moi je ne peux pas comprendre. Moi je suis sur le terrain. Mais quelle est ta formation? Rien. Comment ça? Donc tu as appris l'agriculture sur le tas? Sur le tas. Mais à l'école même, qu'est-ce que tu as fait? Où tu t'as J'ai un bac qui est génie civil. Génie civil, ok. Quand j'ai eu le bac, je suis allé à Parme, en Italie. Oui. J'ai fait 4 ans en Italie, mais je n'ai pas eu de diplôme. Donc j'ai fait 4 ans en Italie, après c'était chaud.
je suis parti en France. Bon, en France, ça allait beaucoup plus tout. Donc après la France, en 2018, j'ai décidé de rentrer. Mais du coup, est-ce qu'en Italie, en France, tu fréquentais déjà les Non, pas du tout, non, rien du tout. Wow. Quand je me lance, je rentre. Je plie mes bagages, je rentre. J'arrive, comme je ne maîtrisais rien, j'ai cherché des ingénieurs qui m'ont donné les densités, c'est comment on fait. Il faut planter la banane, tu mets le piment à chaque pied. Bon, j'ai fait ça. Après, je me suis cassé le nez. Et à partir de... J'ai perdu plus de 20 millions en 2 ans et que je n'ai jamais récupéré. Donc, tu as dit l'argent parti, je t'ai expliqué la mésaventure du Covid. Voilà. Parti en fumée. Donc s'il fallait abandonner, non, nous on serait à lâcher ça. Wow. Je te dis. Parce que directement, moi je vois les implications par exemple dans le domaine de l'élevage. Parce que si quelqu'un peut augmenter ses densités au niveau du maïs et qu'il décide de pratiquer l'élevage aussi, ça veut dire qu'en termes d'aliments, il réduit les coûts. Et sauf ou alors ça n'a pas d'influence. Non, les gros producteurs de l'Ouest, en fait les gros producteurs de volailles de l'Ouest, ils ne sont pas fous lorsqu'ils ne font pas le maïs. Parce que pour que le maïs soit rentable, il faut avoir des exploitations comme pour le Icamon. Si tu as 10 hectares, 100 hectares, et avoir la mécanisation. Parce qu'un kilo de maïs, c'est 150 quand même. Bon, ça, c'était à 150. C'est vrai que ça a pris un peu, c'est pratiquement à 300 maintenant. Mais tu ne peux pas lancer 2 hectares de maïs parce que tu veux nourrir les poules avec, tu ne t'en sors pas. Il vaudrait mieux aller acheter la pauvre. Ouais, c'est mieux. Les coûts seront trop élevés. Trop élevés. C'est quelqu'un... Pour vraiment t'en sortir, non, il faut avoir des centaines d'hectares. Mais est-ce que les gens sont formés à cultiver sur des centaines d'hectares? Est-ce que les gens ont cette formation? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment dans des exploitations aussi importantes pour donner les compétences? Ou alors chacun apprend sur le tas? Je me dis, chacun apprend sur le tas. Parce que même, je ne sais pas s'il y a des espaces. Même si la phase, je ne sais pas si elle en a, peut-être elle en a, je n'en sais rien. Mais le plus souvent, même les stagiaires qui partent faire les stages, tu vas te rendre compte que c'est tout dans des petites exploitations agricoles. Bon, c'est un peu compliqué. Mais du coup, aujourd'hui, Tami Jardin, quelle est l'exploitation la plus importante en termes de superficie que vous avez déjà eu à gérer? Pour l'instant, je tiens un projet de 62 hectares. De quelle spéculation? L'avocat. Waouh, 62 hectares. 62 hectares en Banjok. Oui. Oui, je ne vais pas donner le nom. Non, forcément. Oui, mais c'est en Banjok. Wow. Mais nous, là, on est sur la phase de la production des porte-greffes. Des porte-greffes, ok. Après les porte-greffes, on va les greffer. Et après le greffage, on va implémenter le projet. Du coup, la plupart de tes clients viennent de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Oui, du Cameroun. Oui. Ça c'est clair. La Côte d'Ivoire aussi. Parce que bon, la Côte d'Ivoire c'est le deuxième pays où je suis le plus suivi quand même. Après c'est la France. Oui. Burkina Faso. Gabon. Oui. Oui. Oh, magnifique. Et du coup, les gens sont plus intéressés par quoi? Par les semences, par les formations? Parce que tu donnes des formations aussi. Oui. Les gens prennent un peu de tout, beaucoup plus quand même on va dire les semences, les formations aussi. Parce qu'on a des formations en ligne. On a plus de 6 formations en ligne. Sur quelle spéculation? Bitacola, tomates, poivrons, piments, apiculture, quoi d'autre? Chou. Voilà. Wow. Ce sont des formations vidéo qui permettent étape par étape d'apprendre comment... Voilà, chaque module, chaque formation, là on te parle déjà même de quel type de terrain tu dois prendre, de quel type de semence. Bref, on te donne tout l'itinéraire technique, c'est-à-dire que de la préparation du terrain jusqu'à la récolte. Wow. Donc chaque comment je veux dire, à chaque partie cruciale de la culture correspond à une vidéo. Ça veut dire que pour faire de ces vidéos, ça prend du temps. Mais bien sûr, parce qu'il y a des vidéos que je prépare par exemple en 1 an, 6 mois. Wow. Parce que chaque jour il faut venir prendre la vidéo. Allez, tu ne vas pas lancer la pépinière comme ça là.
En fait, pour avoir une vidéo complète, il faut lancer la pépinière, filmer, expliquer pourquoi tu fais telle opération. Quand tu prépares les graines, tu expliques pourquoi tu mets avec tel écartement, etc. Quand tu fais le paillage, après quand ça commence étape par étape, jusqu'au répliquage, comment on doit faire les poquets, quel type de viande on doit mettre dedans. Après, il faut jalonner. Après, il faut faire quelque chose. Après, il faut pulvériser avec les insecticides, voilà, les produits phytosanitaires. Il faut expliquer tel produit pour telle maladie, etc. jusqu'à l'obtention du fruit. Ça permet que quand quelqu'un suit une formation complète comme ça, il est quand même capable déjà d'aller dans les plantations. Wow, et un travail de fourmi. c'est ça. Wow. Ouais. Non, c'est impressionnant, hein, vraiment chapeau. Moi, je recommande à toute personne qui est intéressée par l'agriculture de suivre la page déjà Tami Jardin. C'est la base, c'est la référence de toutes les façons, sur toutes les pages que je suis. Tami Jardin est l'une des références dans le domaine de l'agro-pastoral, même global. Est-ce que tu fais aussi l'élevage? Non, l'élevage, pas encore. Pas encore, oui. Je ne fais pas. D'accord. Je pourrais le faire plus tard. Bon, l'élevage des abeilles, on va le dire, puisque je fais l'apiculture. Oui. Je forme les gens. La dernière formation à Tchang, il y avait près de 30 personnes à la formation. Oui. C'était la dernière formation. On l'a relancé à une autre formation du 22 au 23 de ce mois. Toujours ici à Tchang. La formation, c'est 100 000 francs. Oui. Donc après, ça dure combien de temps? C'est 2 jours. 2 jours. Okay. 2 jours de formation. Oui. Donc après la formation, chaque apprenant reçoit un kit complet d'apiculteur. Parce qu'au début, on formait les gens et on ne leur donnait rien. Ça fait qu'après 3 mois, on les appelle, ils ne sont pas lancés. Oui. Et on se dit, on perdait le temps pour rien. Et donc, on se dit, il fallait former les gens et leur donner le matériel pour aller déjà poser leur première ruche. Et ça marche. Oh. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens que j'ai formés qui, lors de la récolte, m'appellent, je viens, on récolte le miel et je vends. Oh, wow, magnifique. Tu vois, donc ça permet que quand quelqu'un finit la formation, il a sa ruche déjà, le lève-cadre, la scie, il a la combinaison de protection individuelle, il a l'enfumoir et on lui donne une attestation de fin de formation. Oh, donc on forme et on insère les jeunes dans. On les accompagne même pour vendre leurs produits. Exactement, c'est ça. Wow. Alors moi je recommande à toute personne intéressée par l'agro-pastoral de suivre Tami Jardin, la formation qui va commencer le 20 avril. Le 22 avril. 22 au 24. Au 23. Au 23. 22 et 23. D'accord, 2 jours. 22 et 23. Ouais. D'accord, magnifique. Je vais laisser les liens en commentaire pour les personnes qui sont intéressées. Et après on sera aussi en Côte d'Ivoire. Oui, à quelle date? La date de la Côte d'Ivoire, c'est pas encore. Ok. Toujours pour l'apiculture. Apiculture et agriculture, on va faire un séminaire là-bas sur l'agriculture et l'apiculture. Parce que moi personnellement, j'ai commencé à faire l'apiculture parce que j'ai compris. Tu vas voir, beaucoup d'agriculteurs ne font pas l'apiculture. Alors que l'apiculture, c'est un bonus, un argent genre comme on dit. Tu vois ça? Quand tu mets les plantes devant toi, il y a une floraison. Quand il y a une floraison, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles viennent bituner les fleurs. Chaque fleur, elles retirent le nectar. Et à chaque fois qu'elles entrent, il y a des plantes qui ont des fleurs mâles, fleurs femelles. Quand l'abeille entre dans la fleur mâle, elle prend son nectar et en sortant, elle a pris le pollen de l'organe mâle pour aller se déposer sur la fleur femelle. C'est là où il y a fécondation. Sans ce travail d'abeille, le fruit ne va pas se former. Or, l'abeille, quand elle fait ça, si tu n'as pas de ruches dans ta plantation, qu'est-ce qui se passe? L'abeille va aller donner le miel à quelqu'un d'autre. Un agriculteur donc sérieux devrait avoir des ruches dans cette plantation. Aujourd'hui, j'ai 310, je place ma 300e ruche pendant la formation. J'ai 295 ruches. Et ça produit quelle quantité de miel par exemple? Il y a des ruches qui peuvent produire 25 kg de miel en un an. Wow. Oui. Moi, je vends par exemple mon litre de miel à 5 000. Parce que là, au moins, tu es sur de la traçabilité du miel, de la qualité. Exactement. Wow. Exactement. Donc, comme je dis, si tu n'as pas de ruches dans tes plantations, les abeilles vont aller donner le miel à quelqu'un d'autre. Et c'est la personne qui va profiter. C'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui peut décider de ne pas faire l'agriculture et cibler les zones où les gens cultivent beaucoup. Il part juste, il installe ses ruches. Et il entre à la maison, il croise les bras.
Il a son miel local. Il a son miel local. Alors que c'est toi qui as ton exploitation. C'est ça, il ne nourrit pas les abeilles. Rien du tout, c'est un argent de genre, comme je dis. Le seul investissement là-bas, c'est de s'acheter une ruche, tout simplement. Et la ruche, ça coûte combien? La ruche, on a deux types de ruches. Il y a une ruche qu'on vend à 17 000. La ruche taminée, je l'ai baptisée ruche taminée parce que c'est mon invention, je l'ai inventée. Ah bon, hein? Oui, bien sûr. Tu fais les recherches. Wow. Mais quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est qu'elle est en bambou. Donc, je valorise le matériel local. Et ce ne sont pas des ruches en bambou comme ce que nos parents faisaient là, parce que les ruches en bambou de nos aïeux parfois, lorsqu'on récoltait, on était obligé de détruire complètement la ruche. Or, celle-ci, on récolte et lorsqu'on a fini de récolter, on ferme, les abeilles restent toujours dedans et continuent leur travail. Wow. Oui. Ça veut dire qu'en termes de production, on gagne en efficacité sur les coûts, on réduit les coûts. Les coûts de production, bien évidemment, parce que les ruches que je vendais d'abord en planche, je les vendais à 35 000 par exemple. Or, avec les ruches en bambou, à 17 000, tu as ta ruche et tu fais l'affaire. Mais est-ce que ça t'intéresse de te lancer dans l'écriture, par exemple? Écrire des livres? Je vais écrire mon livre, oui. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Enfin, je vais voir. Oui. Ouais, je pourrais. Parce qu'avec l'expérience que tu as, je pense que non seulement ta biographie s'inspire, parce que la compétence que tu as, sachant que tu es une autodidacte, mais moi je trouve que c'est assez incroyable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur les densités. Voilà. Je pense que des livres sur les différentes densités des spéculations, ça peut être intéressant. Exactement. Pour accompagner les agriculteurs. Ou ça peut être des supports même pour les vidéos, pour les cours. Autre chose aussi, ce sont les inventions. Parce que notamment la ruche, moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ça peut être peut-être protégé à l'OAP ou toute autre chose. Donc moi vraiment chapeau. Chapeau Tami. Moi je recommande Tami Jardin. Moi je suis toutes ces vidéos. C'est un monstre. C'est un monstre. On s'inspire de toi. Ouais, non, gars. Moi je m'inspire de toi aussi. Non, sérieux, quand il faut parler d'agriculture, moi je dis seulement Tami Jardin, ne me fatiguez pas le cerveau. Maintenant on peut débattre, on peut avoir des points de vue, mais quand quelqu'un est bon dans un domaine, il faut respecter le talent. Non mais je m'inspire de toi parce qu'il faut le dire. Quand je crée ma page, comme je t'ai dit, quand je me lance dans le marketing digital, ce thème-là, je connaissais que ça veut dire quoi. Même parfois je dis aux gens que je suis membre de la start-up. Ils disent mais tu pars faire quoi là? Certaines personnes, je dis mais laissez-vous, ne pouvez pas comprendre. Ils disent mais Claudel n'est pas agriculteur. Je dis mais ça fait quoi? C'est-à-dire les techniques qu'il enseigne, je pratique ça dans les exploitations agricoles et ça marche. Wow. Mais tu vois que même parfois je suis slimé en ami. Quand on était au Gabon, j'avais 7 tenues. On avait 7 jours. Chaque jour, j'avais une tenue Tami Jardin. Mais tu vois, c'est parce qu'on a vu. On voit, tu fais des choses et c'est bien. On dit, mais on doit imiter. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne le. Tu sais, non. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça pousse à penser que, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien peut inspirer des personnes, même sans qu'on ne le sache, bien sûr, même sans qu'on ne s'en rende compte. Sans même être dans leur domaine. Sans même être dans leur domaine d'activité, oui. Exactement. Wow. En tout cas, moi je suis très intéressé par l'agriculture. Et puis moi je me dis toujours que si on doit se lancer dans un domaine, on doit mieux faire que les autres. On doit améliorer ce qui est fait. Il faut que les autres, même qui viennent de l'Occident, quand ils voient notre manière de faire, ils sentent qu'il y a l'homme en face. C'est ça. Il y a garçon. Oui, il y a garçon, comme les Ivoiriens disent souvent. Il y a garçon, il y a l'homme. C'est ça. Donc vraiment, moi quand je vois ce que tu fais, quand je vois ta manière de remettre en question les pratiques, quand je vois comment tu mets en avant le fait qu'un agriculteur doit considérer son métier comme quelque chose de respectable et qu'il doit se présenter de la meilleure des manières pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Moi, je me dis toujours que voilà quelqu'un qui a tout compris en fait. Et que tout agriculteur, si tu es un agriculteur et tu ne suis pas Tami Jardin, moi je ne sais pas ce que tu fais sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Non, sincèrement, moi ça me fait plaisir. Et puis très bientôt vous allez régulièrement voir sur nos différentes plateformes en ligne les vidéos de Tami Jardin, la possibilité de bénéficier de ses formations, de ses plans, de tout ce qu'il propose dans sa communauté et surtout dans son projet. Gars, merci mon frère. Merci. C'est toujours un plaisir. Toujours partagé. Oui, toujours partagé.